قام كواش وإذا سرقين جيروم سوسجيا يمدي مراسي بدون سرق نوسع دياليا المس مع ميروش إذا خديو سنسرين سبمريكان نتسع تمطوطيس مسابيتي يا ميروش يقلنا كيدنا دايكا مع ميروش ديون وجراوليو يقلنوغن مجال فرنسا حقا الولايات الثلاثة ما السجيرة سلمات ديك السداوي في سان دييغو دي كاليفورنيا ديك سارة جاكيا هذا قديم مسلاي غافو دليسي سان جارو كتوالي مداكيا وميكسم مع أكفادو أنو avec le colonel أميروش هذا قد يحكون غاف الجير رانيا 54 سوين الهند وين ندير ديكس هذا قد يوي ثنا جيتيس غاف الكولونيل أميروش وكل يشري كبريد Nous sommes très heureux aujourd'hui, très honorés d'avoir parmi nous en personne Hemma Meroche, l'auteur du livre Akfadou, un an avec le colonel Ameroche. Mas Hemma Meroche, bienvenue à Ottawa. Il est important de souligner que cette conférence rentre dans le cadre du cycle de conférences qu'organise Teskamouti Salegen Lakawash. Et nous sommes très contents que la dernière conférence de cette année avant les vacances d'été 2012 est consacrée à une légende vivante qui est Dahmo Ameroche, et ce à l'approche du 50e anniversaire d'une indépendance confisquée par ceux qui ont mené notre pays vers la catastrophe et la crise multidimensionnelle actuelle. Quelques mots sur sa biographie. Hemma Meroche est né à Tazmelt, Béjaïa en 1937. Pour la biographie et le parcours de Dahmo, il va lui-même vous les relater durant sa conférence. En effet, dans la conférence d'aujourd'hui, Hemma Meroche nous parlera de la personnalité de l'homme d'État que fut son supérieur hiérarchique. Il va nous faire découvrir l'homme, son humanisme, sa rigueur de chef militaire et sa vision politique de l'époque. Il va aussi nous parler de certaines pages de l'histoire et des témoignages inédits de la guerre de libération. Le programme est comme suit. Avant de donner la parole à Dahmo, Farida El Jama va nous réciter 2 poèmes sur la guerre. Suivra la conférence d'environ 1 heure avec notre invité de marque Dahmo. Hasmas, par la suite, va lire un poème de Dahmo. Il a écrit en français, il y a la prise de parole de Madame Betty Ameroche qui va nous relater sa connaissance, son mariage avec Dahmo et l'expérience qu'elle a vécue en Algérie. Enfin, suivra les questions, le débat. Nous tenons à préciser que les questions doivent être courtes, claires, précises et ne doivent pas déborder du thème de la conférence. À signaler que Dahmo procédera à la fin aux dédicaces de son livre, dont malheureusement le nombre est très limité. Donc sans plus tarder, je céderai la parole à Farida El Jama de Charlie Lisbeth. عاميروش غزاري غزار المدرة يستعجر غفلمي ما الحرية غتمكن من الزغبار عاميروش ثرقة ثرقة المدرة يسار ثغنا غفلمي ما الحرية غتمكن من السحلفة أي من كذ روحها سمحي ذي قولينا سفراني يدري بارا ساعدني يزدفينا هي المغرب ذي العشاء سفراني يدري نغاني أي من كذ روحها سمحي ذي قولين كان سفراني يدري بارا ساعدني يزدف وخان هي المغرب ذي العشاء سبدني يدري المشان مكل كسو كاميون عراتي سجن سمغول في حداين الزعماء عروان تمن الصبي ان كل كاسو طاكسي عراتي سجغ الفيزيا في حداين الزعماء عروان تكتريسيتي اليطنس دول كرموس ينغير من فيوس إنك الشهنة يغان لا خدام لي فيوس اليطنس دول حرام
ينغير من التسعة إنك الشهر ريغان تخدم لي في الله. Vous êtes un acteur de l'histoire. C'est une chance pour nous et pour ces futures générations ici présentes de vous avoir parmi nous. Je vous cède la parole. Merci. أزول فلاون الله كنا دفعا نهضر ستمازيغ أدوير ثماشاوت سنعمي روش ستمازيغ ثماشاوتي ستمازيغ و أسراقي كي ستمازيغ عند هضر شطوح ستمازيغ أسخط أثاروميث معنا الخلاط كيون يخدم الكونسير يسخلاط اكسوم بوثول دوكسوم وعاودي الطفنت ساعدنا ترجوج لنا سام كتخد ام هكا يتخدع العباد اشحال السخلاطه انا سخلاطه ازقل دوثول ازري وكسوم دوثول ازقل ام كيكا ازقل يس 50% 50% ام كيكا 50% 50% الناس يعاودوا ديونو وثول كان السنة كينا طاروميث لا عاودي Ma présentation pourrait s'intituler Le colonel Amirouche, l'homme et le symbole. Elle a pour objet de tracer un portrait d'un héros légendaire avec lequel j'ai eu l'extraordinaire privilège de vivre jour et nuit pendant presque un an. Un héros légendaire mort les armes à la main. Et en prononçant ces mots, je pense à cette boutade du regretté Lamine de Barine. Nous n'avons rien fait pour la révolution. La preuve, c'est que nous sommes vivants. S'agissant du colonel Amirouche, les questions que l'on pourrait poser et qui n'ont pas toutes de réponse sont les suivantes. Pourquoi la wilaya 3, sous son commandement, a été la seule wilaya à avoir été ciblée avec une férocité par l'armée française qu'aucune autre wilaya n'a connue, y compris par l'infiltration, la manipulation nommée bleuite. On va revenir d'ici un moment sur ce complot de services spéciaux français. Pourquoi le général Faure, commandant la 27e division alpine, avait placé le portrait du colonel Amirouche au-dessus de son bureau à Tizi Ouzou, portrait d'Amirouche devenu son cauchemar quotidien. En quoi le colonel Amirouche était-il différent des autres chefs de wilaya? La stature du colonel Amirouche, la stature d'homme d'État du colonel Amirouche, lui avait déjà été reconnue par le congrès de la Soumam en l'envoyant aider nos frères de la wilaya 1, des Ores Nimamcha, à restaurer la concorde rompue à la suite de la mort tragique de Moustapha Ben Boulaïd en mars 1956. Pourquoi enfin ses pairs, les autres chefs de wilaya de l'intérieur, ont-ils répondu à son invitation, à son
convocation de se réunir du 6 au 12 décembre 1958 avant de partir sur la Tunisie et la rencontre de son destin. Je dois vous dire que je témoigne en relatant des événements que j'ai vécus, mais également en universitaire, avec le double effet du recul et de l'ouverture des archives publiques et privées. Je suis conscient que nous lisons le passé avec les connaissances d'aujourd'hui. Je suis conscient, par exemple, que la méditation du forgeron Ahétous, mon père, à sa sortie de prison en 1945, n'est peut-être sans commune mesure avec ce qu'un militant a vécu, entamant son histoire sans jamais la terminer, en raison des tortures qu'il a subies et des parties du corps soumises à la torture. Un autre exemple, j'ai vécu l'exécution de messalistes. Je ne me contente pas de les relater, je consacre un chapitre entier de mon ouvrage pour expliquer pourquoi et comment notre révolution a commencé aussi par une guerre civile, une guerre dans la guerre, qui a duré près de 4 ans. Pourquoi ai-je écrit cet ouvrage? Je crois que si on n'avait pas tenté de séquestrer l'âme d'un héros national après avoir séquestré ses restes, je crois que j'aurais persisté dans mon inébranlable conviction que le colonel Amérouche était et reste assez grand pour défendre tout seul sa mémoire. Mon ouvrage est un témoignage sur le colonel Amérouche, mais il est clairement autobiographique. On mûrissait très vite sous l'ordre colonial, particulièrement quand on est d'un père nationaliste comme moi. Photo numéro 1. Je vous présente mon père. Pourquoi est-ce que je parle de mon père? D'abord, en relatant quelque chose rapidement, à la veille de sa mort, à l'âge de 90 ans, dans le village d'Asbalt, un de ses compagnons du PPA, MTLD, FLN, l'aide à traverser la rue et un jeune demande à mon père: Nes Amraragé, est-il lié? Ce vieux est un parent à vous. Ce vieux est un parent, a un lien de parenté avec tous les Algériens et les Algériennes. Je disais qu'on mûrissait très vite quand on vivait sous l'ordre colonial. Mon père a commencé, et quand on est d'un père nationaliste, il a commencé à militer à l'Étoile nord-africaine dès sa création à Paris en 1926. 1926, l'année de naissance du colonel Amérouche. Il a continué avec le PPA dès que le PPA a été créé en 1937, l'année de ma naissance. Et avec le MTLD dès sa création en 1946. Quand arrive la Révolution, en 1954, elle me trouve en train d'apprendre un métier au centre d'apprentissage de Gaïf, de Bougie, de Djaï. Le 3 novembre, 2 jours après, mon père devient mon voisin.
incarcéré à la prison civile de Bougie, de Tchaya, à 2 kilomètres de mon dortoir. Son calvaire ne cessera qu'en 1962. Après le cessez-le-feu, il a été relâché. La grève des étudiants en 1956, alors que nous n'étions pas des étudiants, des apprentis, arrive l'ordre de grève et j'étais l'un des organisateurs de la grève. Et comme l'ordre de grève nous appelait à rejoindre l'armée de libération nationale, je me suis porté presque tout de suite volontaire pour monter au maquis. Et je l'ai regretté tout de suite. Pourquoi? Parce que le test que j'allais subir avant d'être admis dans les rangs de l'ALN était trop inhumain pour quelqu'un qui avait 18 ans à l'époque. Je n'oublierai jamais le cauchemar de la nuit après avoir accepté cette épreuve. Une épreuve verser le sang presque de façon rituelle pour rompre tout lien avec la vie civile ou la vie tout court. Le colonel Amérouche m'a sauvé de cette épreuve. Comment? J'attendais dans un petit village du Djurdjura, et Tamdoun, qu'on vienne me chercher pour me donner le pistolet, m'indiquer la cible, etc., etc. Et un soir, j'étais à l'époque Moussebel, c'est-à-dire supplétif, sentinelle pour les Moudjahidines, les Maquisards, etc. Un soir, on sortait du village et nous sommes braqués par un groupe de Maquisards, clair de lune. À Nouakchott, Alt qui vive, on a décliné le mot de passe local et celui qui paraissait le chef nous ordonne de revenir au village. Et en route, ce chef-là dit: est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ici au village qui s'appelle Hamou Amérouche? J'ai sursauté. Il dit: c'est moi. Il m'a dit: tu m'as écrit une lettre. Moi, j'avais écrit un tas de lettres aux commissaires politiques, aux officiers, leur disant: écoutez, en gros, vous vous fichez de nous, vous nous avez ordonné de faire grève et de rejoindre l'ALN, je suis en train de traîner depuis des semaines et je ne suis pas admis. Alors j'ai dit ça, j'ai écrit un tas de lettres, dont une au grand Amérouche. Et il n'y a de grand que Dieu. Et il appuie avec un sourire. Il me dit: mais qui est l'Amérouche? Vous imaginez l'émotion, le tremblement d'un jeune de 18 ans et quelques qui se trouve devant cette figure déjà légendaire à travers les médias. Et la surprise de le trouver, de voir apparaître sous une forme que vous n'imaginez pas du tout. Photo 2. Je l'imaginais dans un uniforme rutilant. Voilà comment il était. Un kaki léger. Je l'imaginais armé jusqu'aux dents, jusqu'aux cheveux. Il avait pour toute arme une carabine US, vous pouvez la voir. Voilà comment il était quand je l'ai rencontré pour la première fois. Nous rentrons au village, on s'installe au refuge, il déboucle son ceinturon, il met une espèce de serviette haversac, là, d'un sac, comme oreiller, il s'endort. Ses 3 compagnons font de même, et moi j'étais là, contre le mur du refuge, et il dit: je suis en train de rêver, c'est pas possible. D'abord, je n'en revenais pas
qu'ils se couchent comme ça, après avoir dit aux Mousselines que nous étions, organiser un tour de garde. Je n'ai mesuré que plus tard l'importance de ce détail, de ne pas ordonner un de ces aides de camp comme de faction devant la porte, pour sa protection, sa sécurité. Sa sécurité, c'était sa popularité et sa renommée. Le lendemain matin, il convoque tout le monde, les commissaires politiques, les responsables de refuge, ils vérifient leur gestion, ils vérifient l'état des stocks de vivres, le moral de la population, et à la fin de la journée, il m'ordonne, donc au crépuscule, il me tend sa serviette bourrée de documents et d'argent. Il me dit, prends soin de ça, tu viens avec nous. Et c'est comme ça que commence l'année que j'ai passée avec lui, jour et nuit. Photo numéro 3. Et durant cette année-là, j'apprenais à le connaître et j'ai toujours la gorge nouée quand il s'approchait de moi et me murmurait à l'oreille écrit à ma vieille. Et voilà un colonel responsable d'un territoire équivalent à 7 wilayats actuels trouver un moment pour penser à sa vieille mère. Alors, j'écrivais une lettre avec autant d'affection que si je l'adressais à ma propre mère, en gros caractère, pour qu'on puisse la lire, la Tessef du monde, et puis la donner à une liaison sans jamais la relire. Et voilà l'aspect qu'on imagine difficilement de la part d'Amérouche. Une autre facette de colonel Amérouche, c'est qu'il était tellement juste qu'il était parfois injuste. On arrive dans un village et au moment où il fait bien sûr les mêmes contrôles, comme dit, il reçoit tout civil, très important à noter, tout civil, et c'est toujours bien sûr au détriment de sa sécurité, qui demandait à le voir pour lui présenter ses doléances. Quelles doléances pouvait-il présenter? L'état de misère dans lequel il vivait, avec les zones interdites partout, empêchant les paysans de cultiver leur petit lopin de terre. C'était la misère noire. Amérouche les recevait, il leur donnait une aide dictée pas uniquement par la générosité de cœur. Il leur donnait une aide en nature, du lait en bois s'il y en avait, de la semoule, de l'huile d'olive, etc. Et après, une fois après, donc les audiences qu'il accordait, il y a le repas, le moment du déjeuner arrive, et le chef du refuge nous amène un plat de poulet rôti. À la vue des poulets, Amérouche entre dans une colère aussi violente qu'inattendue. Tu as reçu ma circulaire fixant les jours de viande dans la semaine? Il commençait à trembler. Donc tu savais qu'aujourd'hui c'est pas jour de viande. Tu refais ça, tu seras passé par les armes. Et on verra tout à l'heure que c'est exactement ce qui se serait passé. Porte ces poulets aux soldats de garde.
Et c'était bien entendu, comme vous pouvez l'imaginer, la seule fois où nous avons regretté de n'avoir pas été de garde. On s'est contenté de galettes, de figues sèches, d'huile d'olive, mais quand même avec les relents laissés derrière par les poulets, comme dans la fable, que vous connaissez certainement. Il faut vous signaler que lorsqu'il me confiait ses soucis épistolaires, quand il pose son bras sur mon épaule, c'était vraiment exceptionnel. Il faut expliquer ça parce qu'il n'avait pas pour habitude de poser son bras sur l'épaule d'un subordonné. Il le faisait parce qu'il me considérait presque comme son fils, quoique la différence d'âge n'était que de 11 ans. Je paraissais peut-être beaucoup plus jeune, j'aurais voulu que ce soit le cas aujourd'hui. Et il me traitait comme son fils. Voilà, petite Kabylie, nous étions donc en inspection. Nous rejoignions une compagnie d'acheminement d'armes qui venait d'arriver de Tunisie, chargée comme des mulets. Chaque Djoldi, donc dans la compagnie, une compagnie c'est plus de 100 Djolout, de soldats. Chacun devait ramener au moins 2 armes individuelles ou bien une pièce lourde, un fusil mitrailleur ou une mitrailleuse avec un minimum de 600 cartouches. J'ai donc servi de secrétaire de séance pour la répartition de ces armes-là. Je me rappelle l'image de ces maquisards devant un énorme tas de munitions, plongeant leurs mains dans ces cartouches, dans ces balles, comme des pirates en train de se partager des pierres précieuses, ou des pièces d'or, ou quelque chose comme ça. Et après avoir donc réparti ces armes sur 4 zones et les régions, Sam Larouche, avec un large sourire, prend une mitraillette et me l'attend. Voilà ton arme. Et un uniforme exactement similaire à celui de l'armée française. Vous voyez cette photo qui a été prise juste après l'arrivée de cette compagnie d'acheminement d'armes de Tunisie. La joie que l'on ne voit peut-être pas, mais on prend. Vous voyez les 3 fusils mitrailleurs qui venaient d'arriver de Tunisie. Malheureusement, la joie n'allait pas durer longtemps, on va y revenir tout à l'heure, puisque très vite, avec le bouclage des frontières, les armes ou les munitions ne rentraient plus et il fallait enterrer, graisser et enterrer ces fusils mitrailleurs, les mitrailleuses, etc. On va y revenir dans un moment. Voilà donc un mélange avec les officiers et les maquisards qui venaient d'arriver de Tunisie. Le schéma d'opération et de commandement du colonel Amélouche était plutôt classique. D'abord, il faut noter que nous ne séjournions jamais plus de 24 heures dans un douar, dans un village. Et très souvent, malheureusement, dès qu'on sortait du village, le lendemain matin, il était encerclé. Il donnait des discours en tamazirt châtié, en kabyle châtié, jamais, mais toujours sans notes, et que j'ai essayé de reconstituer. Chers frères, notre lutte est juste et elle triomphera. Nous n'avons pas envahi la France. Ce sont les Français qui, forts de leur arsenal meurtrier et de leur nombre, viennent occuper notre patrie, piétiner nos coutumes, bombarder nos villages, humilier nos femmes,
terroriser nos enfants. Ils ont des avions, mais nous avons la foi en Dieu. Et Dieu est du côté des justes. Ne harcelez plus les postes la nuit. Les munitions sont trop précieuses. Observez aussi longtemps qu'il le faut le mouvement des troupes coloniales. La patience doit être la première qualité d'un maquisard. Attaquer les petits convois, le ravitaillement et les patrouilles isolées. Mobiliser au préalable une puissance de feu maximale, fusils mitrailleurs et mitrailleuses. L'embuscade ne devra jamais durer plus de quelques minutes. Récupérez des armes si vous le pouvez. Et repliez-vous vite et volatilisez-vous comme des moineaux avant l'intervention de l'aviation. Là, en gros, ce qu'il disait. Et je me rappelle très bien, là où il a trois flambé chacun de ses discours, tellement il motivait ses troupes. Et je disais que, compte tenu de ses statures, compte tenu de l'effet sur la motivation qu'il imprimait plutôt à ses troupes, on était poursuivi par des opérations de façon régulière. Je ne vais pas citer toutes les opérations, tous les accrochages auxquels nous avons été confrontés. Je vais quand même vous donner un exemple, deux exemples plutôt. Nous revenions, la première, c'est nous avons été encerclés à Azro, je vais y revenir. Nous revenions d'abord, avant d'être encerclés à Azro, du côté d'Azazga, d'une inspection dans l'Akfadou des services sanitaires, ce qu'on appelait l'hôpital, c'est-à-dire une immense tente dans les bois de l'Akfadou, avec à l'intérieur une quarantaine peut-être de blessés et de tuberculeux mélangés, transit de froid, c'était la fin de 1957. Et quand Ahmed Ochar a vu cette situation-là, avec un seul infirmier et deux docteurs qu'on avait à l'époque, qui devaient faire pratiquement toute la wilaya, c'est-à-dire les 7 wilayas actuelles, pour faire face sur place aux cas les plus urgents, les plus graves. Vous avez, certains d'entre vous, peut-être entendu parler de Moustapha Laliam, le voici, docteur Laliam, et le docteur Belhoussi. Voilà les deux médecins qui devaient faire donc faire face aux besoins sanitaires de pratiquement toute la wilaya. Laliam a été capturé en 1957 et Belhoussi a été également dans la même opération, capturé et exécuté sur place. Belhoussi Obera. أيلا سكواس تسدي في الكوات ساكيتي ويزين نرازن تسكلا أراز وين قالان رشيد عليش نتو اللي سين بالعيد ثعلي نيل مزيان طاوس عمروش نتسكلات نتمدوث فرولو نتسوق قيلت موحيا تيركوا لي سكواسن نصبرس دات كيد هنا هما سكلان داس مدس أكتسي بكليوين إقويليين تزمر ما تعاونام ستللت ترانسفير غير تيركوا تنقيت info@gmail.com أكو ضغرو شدون GoFundMe. Voyons donc cette situation, colonel Amérouche m'ordonne de rédiger un ordre de mobilisation à envoyer un docteur d'Arbo, docteur X. Je envoie l'ordre de mobilisation, il refuse de rejoindre. En apprenant que le médecin a refusé de rejoindre, le colonel Amérouche m'ordonne de rédiger l'ordre de son exécution. Condamné à mort. Il refuse de rejoindre.
Et qui a sauvé ce docteur-là, docteur X, c'est l'Aliam encore. L'Aliam était là par hasard, d'une voix fluide, d'une voix. C'est Améroche, si tu le fais exécuter, ce sera un médecin de plus à importer à l'indépendance. Après tout, c'est pas un traître. Il nous envoie des médicaments de temps en temps, du matériel médical. C'est Améroche, il a plaidé sa cause. Et puis, il prend Améroche, le regarde d'un air flamboyant, contrarié, en colère. Et puis, il se tourne vers moi. Déchire l'ordre d'exécution. Il déchirait l'ordre d'exécution. Sinon, il est passé. Et ce médecin-là, bien sûr, quand il m'a dit de déchirer l'ordre d'exécution, j'ai poussé un soupir de soulagement qui a dû s'entendre à Ottawa. Pourquoi? Parce que c'était notre médecin de famille. Et il a continué à être notre médecin de famille à l'indépendance jusque très tard, 70, 80. Et il a été élu à la première Assemblée nationale en 62. Il nous a invités, quelques maquisards et moi, pour un méchoui que vous pouvez imaginer dans une villa splendide au bord de la mer, au figuier. Et pendant qu'on mangeait, je le regardais. Il dit, tu dois une fière chandelle à Améroche. Améroche avait été sensible à quelque chose, c'est quelque chose de très important, aux arguments développés par l'Aliam, parce qu'il savait qu'Améroche allait être sensible à ces arguments. Améroche fut le seul chef de wilaya à préparer la pré-indépendance en établissant un centre d'accueil des étudiants à Tunis dès 1957 et à y envoyer chaque Algérien, chaque jeune avec un potentiel quelconque pour se former et préparer et revenir après l'indépendance, servir son pays. Et c'est comme ça que ce centre a formé des centaines de cadres civils et militaires. Le seul chef de wilaya à le faire. Et c'est pour ça que finalement, il a été sensible aux arguments de Moustapha L'Aliam. Donc, après cette inspection, nous arrivons dans un village à Zro. Comme d'habitude, à l'aube, et tout de suite la fusillade éclate au niveau des sentinelles. Nous bouclons nos ceintures, on sort, on était déjà encerclés, les troupes françaises se déployaient. On fait demi-tour pour voir s'il n'y a pas une autre issue. C'est la mitraille, fusil mitrailleur, mitraillette, etc., etc. Les balles vraiment sifflées comme des abeilles autour de nos oreilles. Les brindilles qui étaient brisés, c'était la débandade la plus totale et les ordres du colonel Améroche, éparpillez-vous, étaient absolument inutiles. Sur une douzaine que nous étions, il y a 3 qui sont restés sur le carreau. Bon. Et donc on se dirige de l'autre côté, là, qu'on croyait peut-être sûr, qui n'était pas encore encerclé. Il y avait une piste qu'il fallait traverser avant de rentrer dans la forêt, piste anti-incendie. Et sur cette piste, les blindés commençaient déjà à se déployer. Et personnellement, je me souviens, j'ai commencé à murmurer ma prière. Et puis, vous n'allez peut-être pas le croire, une espèce de miracle, on l'a considéré à ce moment-là que c'était un miracle. Un épais brouillard s'est abattu sur la piste, mais vraiment épais. Et nous avons pu nous faufiler et rentrer dans la forêt, où nous avons passé toute la journée avec on entendait bien sûr les avions, les blindés, etc. C'était visible, nous avions été vendus, comme on dit.
À la fin de la soirée, on descend vers le village, mais il n'y avait plus de village. Il était en flammes. Et grande flamme là qui illuminait un peu les arbres alentour, ont montré la silhouette d'une vieille femme traînant une chèvre. Le seul être vivant qu'on ait trouvé se trouvait là. Les autres ont fui, ont été arrêtés, je ne le saurai jamais. Et nous voyons, elle lève le regard sur nous et nous dit Dieu vous protège, mes enfants. Voilà une dame, je l'ai appelée la dame des hauteurs, à qui j'ai dédié mon livre. Je ne l'ai dédié qu'à elle, ni à mon père, ni à Amirouche, ni à personne. J'ai dédié mon livre à cette dame des hauteurs en disant dans la dédicace que, aussi loin que je recule en arrière à travers les souvenirs tumultueux de la guerre, aucun être n'a provoqué en moi une aussi grande émotion. Elle avait tout perdu à cause de nous, parce que l'armée française n'avait pas à nous surprendre dans un village. C'est notre faute. S'il doit y avoir un accrochage, c'est en dehors du village. Et là, elle avait tout perdu, sauf la chèvre qu'elle traînait, et malgré ça, elle invoque Dieu pour nous. Le deuxième ratissage, que je raconte rapidement, dans lequel nous avons été engagés, fut certainement le plus violent. Vous allez voir comment. Probablement parce que il a fait suite à un exploit unique dans Wilaya 3 des officiers sous le commandement d'Amirouche. La prise d'un camp, Al-Horan, du côté de Msila, sans effusion de sang, grâce à un sergent-chef d'Espagne qui était de garde dans le camp, donc l'armée française, qui a introduit une nuit une compagnie de l'ALN et qui fait prisonnier 17 soldats français avec à leur tête le lieutenant Dubos. 35 mulets d'armes et de munitions. Et à la suite donc, de cet exploit, le 4 février 1958, l'armée française a lancé un ratissage du côté d'Orzelagen où nous étions en inspection. Tôt le matin, les avions arrivent, une colonne de l'armée française monte de Dersalam-Khan. La compagnie, le bataillon de choc commandé par Mohamed Rabah Shaib va à la rencontre des soldats français pour protéger le colonel Amirouche. Et c'est la fusillade. C'est la fusillade. Et les B-26 qui apparaissent, j'ai fait connaissance pour la première fois de ma vie avec le napalm. Et je vous assure que c'était effrayant, impressionnant. Tout flambait, des barils de napalm que les B-26 larguaient, la rocaille et les rochers brûlés, flambaient, bien sûr, les buissons, les canons de 105 avec un sifflement effrayant nous envoyaient des obus. Et j'ai reçu, je le dis dans mon livre, j'ai reçu ma
première et seule blessure de la guerre, légère, heureusement pour moi. Un éclat de rocher provoqué par l'explosion d'un obus m'a touché à la tête. Je suis palpé et le colonel Melouche, me voyant certainement pâlir, a regardé paternel, plus jamais paternel, il dit je vous assure que c'est bon. Tu as peur, hein? J'ai menti, bien sûr. Non, ça comme ça. Regarde, pas peur. Bien sûr que j'avais peur, j'étais jeune, et puis après, c'était pas tellement les obus hein, qui m'impressionnaient, c'était le napalm. Quand tu vois ces barils de napalm se rapprocher de plus en plus, qui flambaient et tout flambait de bon goût, c'était vraiment un enfer qui a duré toute la journée. Au crépuscule, on va vers Atziki, sur les pitons, et une liaison nous ramène la triste nouvelle. Le chef de bataillon de choc et 10 Dionoud avaient été tués dans le ratissage. Photo numéro 7. Cette photo a été prise immédiatement le lendemain ou le surlendemain de cette opération à Auzedag. Il dit que c'était en février, c'était l'hiver, vous voyez la neige derrière. Et le fameux sergent-chef Zernouh qui a permis cet exploit, le voici, il a remplacé le chef de bataillon, et il est mort lui-même comme chef de bataillon, les armes à la main. Les autres, c'est des officiers, moi également, et vous me voyez, je suppose, à côté, vous m'avez peut-être reconnu ou pas. Et vous remarquez un détail, le visage de Saint-Meroche, particulièrement sombre, pour deux raisons. La première, bien sûr, c'est une nouvelle qui venait de nous arriver de la mort de Cheikh Mohamed Rabah, chef de bataillon, et aussi parce que, vous voyez, il avait les oreillons. Il était malade. Saïd Saadé, dans son livre, c'est moi qui lui en ai parlé quand il m'a interviewé. Il a dit qu'il ne s'est alité qu'une fois dans sa vie lorsqu'il a eu les oreillons. Bon, il ne s'est jamais alité. Il a mal pris ses notes, là, Saïd Saadé. Je pourrais citer d'autres embuscades, d'autres accrochages qui nous ont ciblés pratiquement tout le temps. Il y eut quand même une embuscade, celle de Djebel Tamar, côté de Ain al-Malah, qui lui fut fatale. Le 28 mars 1958. Et une dans laquelle je suis tombé avec mon groupe le 26 avril 1958 à la frontière tunisienne. J'ai posé la question tout à l'heure de dire pourquoi la Wilaya 3 a été la seule à être ciblée avec une telle férocité, y compris par la fameuse bleuite, le complot tramé par le capitaine Paul Alain Léger. Eh bien, à cette question, c'est le capitaine Paul Alain Léger, le géniteur de la bleuite, qui a répondu. Je cite, parce que la Wilaya 3
semblait à l'époque se présenter comme la wilaya prépondérante. Voilà ce que dit le capitaine Paul Alain-Léger qui a comploté pour infiltrer la wilaya 3 et également la wilaya 4. Tout commença pour nous, Salahi Hussein, Salahi al-Aqsar, on l'appelait, c'est Hussein al-Aqsar, nous quitte le 20 janvier 1958, muté dans la région de Borj-Mnaïl. Et 2 jours après arrive la nouvelle qui nous a consternés, qu'il avait été pris vivant avec tout son état-major. En tout, près d'une douzaine de personnes. Ce sont ces arrestations sans précédent qui, comme des tirs de sommation, ont alerté le colonel Amerouche qu'on était infiltré. Parce qu'on peut capturer 1, 2 par surprise, 3 peut-être, mais une douzaine, pas possible. On va voir ce qui s'était véritablement passé. Photo numéro 8. Je cite encore le capitaine Paul Alain-Léger pour que vous puissiez comprendre ce qu'était ce complot de la Bleuite. Persuadé, écrit le capitaine, que rien de tangible ne pourra être obtenu sans le concours des musulmans, je pensais que l'action souterraine de rebelles retournés et réinjectés dans le circuit était la meilleure façon de parvenir à juguler le terrorisme. Et il est arrivé exactement à faire ça. Un capitaine Chaban, de son nom, du 3e régiment de parachutistes et spécialiste des services spéciaux, capture l'adjoint du SPSAD à Alger, un certain Gendrich. Et le flair sensationnel, je cite encore Paul Alain-Léger, le flair sensationnel de ce capitaine Chaban, qui garde totalement secrète cette arrestation. Au lieu d'appeler la télé, les médias pour dire voilà, on a capturé l'adjoint du SPSAD, il le donne au capitaine Paul Alain-Léger, spécialiste du retournement, il le retourne et dès l'arrestation de Yes Sadi le 24 septembre 1957, qui prend le commandement de la zone autonome d'Alger? C'est Gendrich, l'adjoint de Yes Sadi, c'est-à-dire le capitaine Paul Alain-Léger. Voyez cette lettre secrète. C'est moi qui l'ai rédigée. Signé du colonel Amerouche qui était commandant à l'époque, chef de wilaya. Il n'était pas encore nommé officiellement, il était chef de wilaya après le départ de Sébastien Antilles. Le contenu de la lettre importe peu, mais les dates sont cruciales. La lettre date du 22 septembre 1957. Et SPSAD a été arrêté 2 jours après, 24. Elle prouve sans discussion, je vais vous dire pourquoi, qu'au plus tard, le 24 septembre 1957, c'était le capitaine Paul Alain-Léger, le chef de la zone autonome d'Alger, depuis SPSAD a été. Un auteur célèbre anglais, Alistair Horn, dans son village, A Savage War of Peace, confirme exactement ce que je dis. Alors, non seulement il contrôle la zone autonome d'Alger, mais il reçoit tout ce qu'on lui a envoyé. Cette lettre en particulier, les armes qu'on lui a envoyées, l'argent pour... Et pour montrer que la zone autonome d'Alger est activée encore, il a organisé de faux attentats. Et nous, quand on lisait dans la presse, attentats terroristes, etc., on s'est dit, bon, ça va. Les armes qu'on envoie à Alger, ça valait la peine.
rien. Et c'est comme ça qu'il est allé à Borj-Mnaïr avec un kshabia, avec ses bleus. Les bleus, c'est les maquisards ou les militants retournés étaient habillés de bleu. C'était l'uniforme des harkis des villes. Pour ça, c'est de là qu'est venu la bleuite, le nom de la bleuite. À partir de ce moment-là, il n'avait plus besoin de trafiquer les ordres de mission, les laissez-passer, etc. C'est avec un authentique laissez-passer, signé de l'adjoint de Yassou Ali, qu'il est venu à Borj-Mnaïr, habillé de kshabia avec ses bleus, et qu'il capture le lieutenant Hassan Barsa. C'est à partir de ce moment-là que Saint-Amérouche a su qu'on était infiltré. Bon, il s'est rendu compte également que les Français venaient de venger un autre exploit de la Wilaya 3, dans lequel à l'époque Saint-Amérouche n'était pas encore impliqué. C'est le fameux exploit de l'oiseau bleu dont vous avez peut-être entendu parler. Les services spéciaux ont voulu organiser des contre-maquis en Wilaya 3. Ceux qui avaient été contactés, c'était des vrais maquisards, des vrais FLN, le gargotier de l'Azazgar, Hamid Zaïd, a reçu l'ordre de marcher. C'est ainsi que 1200, entre 800, ça dépend des chiffres, des documents, peut-être 1 million en tout cas, de maquisards ont été armés avec même une solde, toucher une solde, et le congrès de la Soumane donne l'ordre à ces faux maquisards, qui étaient des vrais, de rejoindre l'ALN, après avoir tendu 2 embuscades meurtrières aux chasseurs alpins, dans lesquelles 70 soldats français ont été éliminés. Il s'est rendu compte donc qu'on avait été infiltré. Il y a eu, comme vous savez, des interrogatoires musclés, des tortures, des exécutions. Quand Amérouche s'est rendu compte qu'il avait été manipulé, en quelque sorte infiltré, il a réuni tout le monde et il a dit: Hey, Thmathan, لن وذاك يقارن تجيش تحرير يخدم الباطل. تجيش تحرير يخدم لا الباطل. تجيش تحرير يخدم الغلط. Il y en a qui disent que l'armée de libération nationale commet des injustices. Non, l'armée de libération nationale commet des erreurs. Il a reconnu, il a assumé ses erreurs. Et mon commentaire de mon livre, c'est que l'écart qui prévalait dans les connaissances en matière de guerre psychologique, c'était exactement l'écart qui prévalait entre le fusil de chasse et l'avion de chasse. C'est pour ça, et puis bien sûr dans la sophistication de l'armement. C'est pour ça qu'il n'y avait aucune commune mesure entre les pertes de l'ALN, Libération nationale, et les pertes de l'armée française. 1 pour 7 si on retient les chiffres français. Pertes humaines 100 ans. L'affaiblissement, comme je l'ai suggéré tout à l'heure, l'affaiblissement de l'armée de libération, de la lutte armée, combien il nous reste de minutes là, consécutif au bouclage des frontières, au démantèlement de la zone autonome d'Alger, sa prise de contrôle par le capitaine Paul Léger a provoqué un phénomène, donc un moral très bas, et le colonel Amérouche qui réagit avec cette fameuse réunion avant son départ en Tunis pour exiger des comptes, cette fameuse réunion des chefs de wilaya à l'intérieur pour parler d'une seule voix. Et c'est en allant donc vers Tunis qu'il a été tué. Juste avant
Donc, juste après le complot, après une réunion particulièrement sombre de la OLA, d'état-major de l'OLA, il m'appelle, il me prend à l'écart et me dit voilà, je t'ai désigné pour faire partie d'une mission qui part à Tunis. Prochaine photo. Il me signe ce laissez-passer, 2 signatures en bas, en français et en arabe, et une note manuscrite ici. Les responsables de la frontière sont priés de faciliter le passage à Hamou. Hamou est une liaison spéciale de la Wilaya 3. Et commence notre périple texte. Notre périple de 42 jours du nord de l'Algérie, donc de l'Akradou, jusqu'à l'extrême sud tunisien, pour contourner les lignes électrifiées. Notre passage par les Aurès, en avril 58, vous me reconnaissez là, voilà ceux qui sont, le groupe qui est parti en mission, commandé par Abdelhamid Mahdi, je suis là, et celui-là, rappelez-vous de ce monsieur, de ce vieux, il était vieux, il avait 35 ans. On va y revenir, donc on traverse la frontière. Ici donc dans les Aurès, première chose, un groupe de 30 civils commandé par un sergent-chef moustache, on l'appelait, s'est joint à nous, donc on était 35 maintenant, en partance vers la frontière. Et je me rappelle quelque chose que je relate avec plaisir, et qu'il y avait un jeune Chaoui, un jeune maquisard Chaoui, qui remarque une très très belle montre au bras de Rachid, mon copain est toujours vivant, je suis vraiment heureux de le retrouver chaque fois que je vais en Algérie. Il remarque donc cette très belle montre au bras de Rachid, le jeune maquisard Chaoui, lui propose sa montre, qui devait être fabriquée dans les Aurès, ou à Khenchla ou quelque part. Voilà. Il dit on échange. Rachid dit c'est un souvenir dont j'aurais pu vraiment m'en séparer. Alors le jeune Chaoui dit souvenir. Cette montre-là, cet souvenir-là, finira au bras d'un légionnaire français ou d'un parachutiste. Il dit tu vas arriver, tu vas traverser la frontière, tu vas traverser les champs de mines ou les embuscades, tu vas arriver vivant en Tunisie. Ça va pas, non? Qu'est-ce qu'il fait Rachid Biskin? Il prend sa montre. Et lui la lui remet. Nous avons passé à peu près une semaine dans les Aurès, parce qu'on ne veut pas revenir là-dessus, je ne veux pas m'attarder là-dessus, en raison des dissidents dans les Aurès qui pouvaient être très très dangereux. Donc 8 jours dans les Aurès, on descend vers le sud-est et on entame l'étape du désert, Sahara, donc pour contourner les lignes. Et une nuit, je me rappelle, on a vu une colonne de camions, tout phare allumé. On avait complètement oublié les ruses utilisées par l'armée française. Une ruse, c'était toute simple. Un convoi de camions passe, tout phare allumé. Les guetteurs, non-guetteurs, suivent le convoi. Le convoi ralentit, des soldats français sautent en marche, font une embuscade ou plantent des mines, et le convoi repasse plus tard, et de la même façon, les soldats français. Vous connaissez cette tactique-là, cette ruse, mais
wali tasnas n tilifun tasuqilt amrafq nwen ur nesɛi tamtilt iwakken ad tessurfem iɛekkiren isnilsanen ad tilim yal ass tqerbem ar twaculin-nwen. Asnas-nneɣ wend yefk udem yelhan in ara t-yeǧǧen yeshel i useqdec ɣer medden merra, xas tahennit seg iɛekkiren isnilsanen. Sidret-d asnas n tilifun tasuqilt si Google Play neɣ l'App Store. Tafem shala d lehhu n wudem-nneɣ n useqdec. Rnut-d iman-nwen ɣer Dahlia d luluf imseqdacen-nniḍen iwumi yeɛǧeb wayagi. Après 41 jours de marche, on était épuisés. Le système d'alarme était complètement engourdé. Et à 3 heures du matin, pendant qu'on et une fusillade, on est tombé plein dans une embuscade. Les balles traçantes, c'est parce qu'ils faisaient ça. Donc, vous savez ce que c'est que les balles traçantes. Ils ont maintenu au sol. J'entendais, j'en ai parlé dans mon livre, j'entendais des râles, des gémissements. Qu'est-ce que vous pouviez faire dans l'obscurité? On a perdu momentanément notre... On va vous montrer tout à l'heure l'objet de notre mission. Et la fusillade s'est arrêtée parce qu'il n'y avait plus de balles dans les chargeurs. On savait par des documents qu'on avait saisis dans le corps des soldats français que les soldats français n'ont pas le droit, il leur est interdit de bouger du milieu de l'embuscade avant le lever du jour. Donc on savait qu'ils n'allaient pas venir vers nous. On se lève, on rentre sur on compte nos rangs sur 35, on est resté 12. Jamais je saurais, je ne sais pas combien sont morts, combien sont 12. Et c'était une bonne chose, je vais vous dire pourquoi dans une minute. Le sergent-chef, le moustache, et le guide qui était tellement précieux dans l'étape du désert, faisait partie des disparus. On avait une boussole lumineuse, phosphorescente, qui nous indiquait l'est, le sud-est, vers la frontière. Et c'est tout. On marchait comme ça, on savait, il était 3h20 du matin déjà, en avril, donc le 26 avril. Et ce qui nous a sauvés, à part Dieu bien sûr, c'est les aboiements d'un chien. En Wilaya 3, vous le savez peut-être, en particulier en Kabylie, tous les chiens avaient été massacrés. Parce qu'ils donnaient l'alerte dans la Kabylie, quadrillée par des centaines de postes militaires. Chaque fois qu'on rentrait dans le village, c'est eux qui donnaient l'alerte, particulièrement après le couvre-feu. Alors, l'ordre est venu, ils ont fait la guerre à leur manière. Ils ont été tués. Là, ce chien-là, ça on a suivi donc direction des aboiements, c'était une tente de nomades avec le chien attaché à un piquet, le propriétaire sort, et on lui explique la situation, et il nous dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous avez... Il est... C'est déjà l'ordre. Et vous n'avez que deux options, soit une colline là qu'ils appelaient Djbel Boujla, mais ce n'était pas du tout un Djbel bien sûr pour ça, ou alors la tente, le khayma. Et celui que je vous ai montré tout à l'heure, le vieux là de 35 ans, a dit la khayma, la tente. On rentre dans la tente, une heure ou une heure et demie après, les gros hélicoptères, transporteurs de troupes, débarquaient des troupes dans le petit monticule là qu'ils ont appelé Djbel Boujla, dans ce cimetière. Là, il dit, frère, c'est Mohamed. Bon, mais c'était trop tôt encore. L'avion T6, là, le chasseur T6, venait, il venait jusqu'au niveau de l'ouverture de la tente, le pilote regardait si on pouvait pratiquement voir et vous imaginez qu'on était extrêmement crispés, comme ça,
Et Simon Hantar, avec le vieux, le plus aguerri, et il se tourne vers nous et nous dit je vois que vous êtes visiblement en train de pondre des œufs. On a tous éclaté de rire, et puis la crispation avec elle s'est volatilisée. Comme vous savez, la panique ou le courage sont contagieux. Et on a attendu. À midi pile, au moment où on allait manger quelque chose, de la galette à levure là, maintenant, un guetteur que le propriétaire de la tente là, un autre nomade qu'il avait placé un côté là pour voir, guetter, vient complètement affolé. Ya Khawti, rakom meitin. Il nous annonce notre mort d'abord, avant de dire que les soldats français arrivaient. Askar, et on est sorti, et en Wilaya 3, on a été pris dans des situations comme ça, je ne sais pas combien de fois, mais en Wilaya 3, il y a toujours un buisson, un ravin, un rocher, il y a toujours quelque chose qui nous permet de garder l'espoir de survivre, d'éviter. Mais il n'y avait absolument rien, il y avait quelques rochers grisâtres contre lesquels on s'est adossé. Et effectivement, la colonne annoncée, elle venait, on était là, elle arrivait, j'ai dit dans mon livre, une colonne de criquets verts. Elle est arrivée, le dos un peu courbé, là, les yeux fixés au sol, et on savait qu'ils cherchaient nos traces. Et avec la mitraillette ou le fusil, bras ballon, là, tenu à la main. Et puis, il passe peut-être, je ne me rappelle pas, 10 mètres, 15 mètres de nous, les yeux toujours fixés sur le sable. Et quand ils sont arrivés à notre niveau, tout le monde, les copains qui ont survécu, qui se rappellent très bien, il nous a fallu vraiment un effort surhumain pour ne pas tirer les premiers, essentiellement d'abord parce qu'on savait que ça aurait été la fin, et surtout parce qu'on n'avait pas d'armes. Quand on part en mission en Tunisie, on a droit à un pistolet, et tout le monde donc avait un pistolet. Le plus armé, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, c'était moi avec une grenade, en plus du pistolet. Donc, je me suis dit, bon, peut-être qu'on va dégoupiller la grenade, Rabbi Kbir. Et ils sont passés. Est-ce que c'était des appelés? Parce qu'en Wilaya 3, on a connu ça. Les appelés, dans les ratissages, évitent soigneusement de débusquer les maquisards, même s'ils le voient derrière un rocher du sang, ils sont blancs. Pourquoi? Parce que s'il débusque, c'est lui qui reçoit la première rafale, automatiquement. D'abord ça, et puis il veut la quille, il veut la tranquillité. C'était pas des professionnels. Est-ce que c'est des appelés à ce moment-là? Je ne sais pas. Vous le saurez probablement. Ils sont passés. Nous avons attendu la nuit. On retourne vers la galette qui n'était plus chaude. On a mangé un peu, on a réclamé un guide en direction de la Tunisie, de la frontière. Et tu vas traverser la frontière. On arrive, et qu'est-ce qu'on trouve au lieu de passage? Une patrouille de blindés avec des projecteurs. Donc, la partie électrifiée de mine était surveillée jour et nuit par une patrouille avec des projecteurs. C'est à Platine. On n'avait même pas besoin de baisser la voix pour dire qu'est-ce qu'on va faire. On criait parce qu'à cause des moteurs puissants, là, des automitrailleuses, il y en avait, je me rappelle, dans le groupe de 12 là, qui est resté, il y en avait qui disaient ok, on retourne les gars, c'est pas possible de passer. Et bien sûr, il y a eu tout de suite le consensus, ou bien on passe, ou bien on crève, et puis on n'en parle plus. Et Hamid m'a dit, que je vous ai montré tout à l'heure comme chef, il est là.
Et il a dit, voilà ce qu'on va faire. Le seul moyen de traverser, c'est d'attendre une automitrailleuse arriver à un autre niveau, se coller contre elle, parce que sinon l'autre qui arrive va vous apercevoir. Espérer que ceux qui sont dans l'automitrailleuse ne vont pas regarder en arrière, regarder devant avec les projecteurs. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a traversé collé contre une automitrailleuse. Et dès qu'on a traversé la piste, chez vous, à cause des projecteurs, en rampant, etc., au bout de quelques minutes, on était hors d'atteinte. Mais la frontière naturelle, un oued asséché à l'époque, était encore très loin. Il a fallu marcher encore 4 heures pour arriver à la vraie frontière. Après avoir traversé la vraie frontière, nos amis des civils là qui étaient venus avec nous, des Horaces, ont allumé une cigarette. Nous, en Kabylie, on ne fumait pas, c'était interdit, je ne sais pas pourquoi il y a cette... Et le long, on a traversé la frontière, la photo là. Et voilà le fameux objet de notre mission. Ce sac-là, je suis en train de le transporter ici. C'était mon tour, parce qu'il était lourd. Et certains d'entre vous savent pourquoi il était lourd. Ceux qui ne le savent pas, il contenait une énorme somme d'argent avec quelques documents, des rapports, etc., etc. Ça, c'était la deuxième journée. Sur les 42 jours de marche, une seule fois dans les Horaces, au Chélian, on a marché 2 jours. Sinon, 40 jours la nuit. Ici, pour la première fois, ou plutôt pour la deuxième fois, on a marché pour la première fois depuis des mois et des mois. On a remarqué qu'il existait des fleurs, on pouvait les voir. Il y avait des pâquerettes, des marguerites, des coquelicots. On était... Voilà. 24 heures après, on est reçus comme des héros. Par qui? Karim Belkacem, Farhat Abbas, le colonel Bentobal, le commandant était. On vivait avec eux dans une grande villa dans la banlieue tunisienne. Et bien sûr, pourquoi on était reçus comme des héros? En raison de cette somme d'argent énorme que nous avions ramenée. Au bout d'une semaine, ils nous jettent. Ils allaient aux frontières, au camp, etc. Et j'ai vécu quelques semaines comme ça. Et j'ai écrit un message à Améroche. J'ai dit, vous imaginez peut-être difficilement un jeune comme ça, dégoûté, uniquement parce qu'il voyait les responsables en cravate, en costume, avec des voitures rutilantes, alors qu'à l'intérieur, vous imaginez la situation. Je dis, moi je ne reste pas. Je rentre, j'ai envoyé donc un message à Améroche, il me répond, il me dit non, c'est moi qui viens. Et effectivement, il venait, comme vous savez, vers Tunis quand il a été tué. Et il ajoute, essaye de reprendre tes études. Reprendre mes études avec le certificat d'études à l'âge de 21 ans. Certificat d'études de 2 ans de centre d'apprentissage. Mais quand on sort des maquis, c'est possible. Quand c'est le colonel Améroche qui vous dit, reprenez vos études, vous les reprenez. En 3 ans, j'ai fait mon bac français en sautant des classes, en prenant du Maxitan, des drogues pour ne pas dormir. Encore une fois, ce n'est possible que lorsqu'on sort des maquis, j'ai sauté dans des classes. Et le GPRA a pensé que j'étais un génie, alors que j'étais un simple bûcheur qui dormait au moins 5 heures par nuit. Où est-ce que vous voulez qu'il m'envoie continuer mes études? Aux États-Unis, 1 mois avant la fin de la guerre. Voilà à peu près mon histoire. Quand j'ai appris à Tunis la mort du colonel Améroche, j'ai erré toute la nuit dans les rues de Tunis. Et alors, je me suis réfugié dans un café enfumé de la rue de Tunis.
d'une rue de Tunis et j'ai rédigé les premières lignes d'un poème que je n'ai achevé que 50 ans plus tard. Ce poème va vous être lu. Merci pour votre attention. Traversons la rocaille, empruntant des allées, pressés de féconder cette terre tourmentée, brûlée par le soleil et le sang assoiffé. Elle est dans ce torrent impétueux qui gronde, défiant les obstacles dans sa course vagabonde. Écoute et entends de la source le murmure qui chante sa légende en ce moment si dur. Écoute ce vent nocturne qui agite les chaînes des rudes combattants adoucissant la peine. Améroche n'est pas mort, il sous terre enfui. C'est son souffle, ma sœur, sur l'arbre qui frémit. C'est lui. Il est mort, mais n'est jamais parti. ورسلوا أولتما يرجع وسط مديث الصفضي مطاوني كيما يض تسكنيث في جريث يسوى يغض طمع ظرف يسكو ذات ثارة يسكوج اللي بغي بغرف يرنا يغطرة ثمارة في اللي ذكين وان تعرف غف يضيس تقول مثافرارة يقول هاد اللي باغي نغدي مصرف ذي الحبوس ونسعي في سورة وإذن يقول لنا أذي رز روميو ذيك السنة غاري من غير سبول خاص موثن أثنان ديال ثوذاث ذو مجد بقرو ذي ديلول تامورث الجدو ذا نسفد ماشي ذايدك أبو خلو أثنان مزون دي غزار يلفقث ذيس 50 الشرقير بيبو ذرار ثم الدفير توتي السين يبود حمال غار البحر يسجوجيل أمهود تمغروسين يسجوجيل في زمرين يفكا الفنان الزيت هذا يعمر وخمر يغسل تسالوا يوجد نسين وزيت ذي لي لمزين السين أدران تخيدك حرزيت الطراد يرد تموت ذا البور يطيج يسوى ولا ذي ذمن زوين ربي مثل غرور ذي الصدوى من الباطل لقمن أرانا تاثوث الصور يقبل ثقد السكر جال من دابا الصلاب إواضون يزوغو ذي تزقوا أمزروي ولي يتساقوا الرصاص يقوم راه نبدو الشتوى ذي زمان يرفد القد أن الدوان إلى غيره جال تمزوط سموزقث أذراد جال تمزوط سموزقث إواضون يتهزون تزمرين أذراد يردير بمور يحنث يهلا سوالاش تلاوين يالي مطيمور ينونث أنزا يزوز انتي غالفين خاصنا غني ركزنا غاف تموت يالي ذيم يسوى ميزوران أميروشا يثمامور يموت اسميس ورثبوين يغزران خاصا مزروين الجزائر يتسوث ورمحون سوزغين أين يضران ذي ثغريس أول ثما يغيل ثغريس أول ثما يغيل لنا لن يوزكا خاص تجرى يقورن تنصلي فيهم مقازن تزكوا ذا نزاس يزوزون التجور ذوهم الهود يقورن يثاوين تد الطرق أدنى الزغورس وأدنزل صغورس وراون خاص ولا شي فاسا ولي اللي مسوي ذي روحان خاص يحمل ديال الزار يبوسات فرون الشوفات ثموثات يسوى نزار خاص غير كلشي نفاف أجذوذ في اللي ما تيزار أين المنار يسيوفات أضار ديزي صازار غفخان أشعر ثافات
Avant de passer aux questions, je vais céder la parole à Madame Betty Amérouche pour nous dire quelques mots. Son père lui a dit, en kabyle je suppose, mais je ne peux pas le dire, prends soin d'elle, c'est une exilée. Amir, Rorik, Avec sa mère, on parlait des choses très importantes. إما تكن في إيطالي بلا لتتاس إما إنسان أجليتش إما بين بزاف. Alors, comme Hamid m'a dit, j'ai jamais su assez de kabyle pour me disputer avec elle. On s'entendait très très bien. À Alger, j'ai travaillé dans l'enseignement, formant, entre autres, un élève qui s'appelle Robert Peck, qui est devenu l'ambassadeur canadien à Alger. C'était mon élève en 7e année, alors ça me donne. Il devrait être là, mais... Non, oui, il est à Athènes maintenant. Il n'est pas d'Athènes. Et entre autres, j'ai formé beaucoup d'Algériens en anglais. Nous avons 2 enfants, Mazir, notre fils, et Malina, notre fille, qui sont nés à Alger et qui ont continué leurs études là-bas jusqu'au lycée, mais ils sont partis aux États-Unis pour faire leurs études universitaires. Notre fille à Virginie, notre fils à Colorado comme nous. Malheureusement, nous, on était obligés de les suivre en 1994. Et nous voilà. On les met. Bon, donc, sans trop tarder, donc, on vous remercie d'être venu et c'était une très très bonne présentation. Ça nous a fait vraiment voyager, c'est-à-dire c'est comme si on était avec vous. C'est vraiment une très très bonne, comment dire, situation de l'histoire. Donc ma question c'est plus sur une dimension de Amérouche que j'aimerais quand même peut-être que vous commentiez ici. C'est la dimension, bon, on a fixé il a la dimension des noms politiques, tout ça. Donc, l'aspect d'État. Oui, un homme d'État, voilà. Donc, l'aspect laïque, comment pourriez-vous définir Amérouche? Est-ce que c'est un homme laïque? C'est-à-dire, comment il aurait imaginé l'Algérie dans le futur? Est-ce que c'est l'Algérie laïque? Ou plus ou moins un peu, ou plus ou moins avec la confusion du religieux, avec un peu de modernité avec le socialisme, comme c'était fait un peu avec la Constitution, l'islam et la religion d'État. Et je vous pose encore cette question parce que, d'après des citations de mon père, tout ça, il venait souvent au-dessus du village Tessement avec à la Zawiya de Oubouzao. Donc il venait là-bas, il demandait plusieurs fois, je ne sais pas quand c'est, des choses comme ça avec le chef là-bas. Donc j'aimerais quand même que vous nous expliquiez un peu comment... voilà. Merci. Le colonel Amérouche n'obligeait d'abord jamais le maquisard à faire la prière. Il m'appelait de temps en temps pour diriger la prière. C'était excessivement rare, mais j'ai eu à diriger la prière. Il s'était très bien renseigné sur moi. Il avait appris que j'avais fait 4 ans d'école coranique. Il avait remarqué que je faisais régulièrement ma prière à ce moment-là, avant de me brouiller, il m'excuse s'il y a de me brouiller quelque peu avec Dieu, momentanément. Les barbes étaient interdites, on est à 3. Et à part un passage très bref à l'association des ulamas, Jmaït al-Ulama, qui n'était ni laïque ni islamiste, Jmaït al-Ulama, reflétait plutôt l'islam tel qu'il était vécu par le peuple algérien.
avec une tolérance vécue. Le colonel Amérouche était un laïc au sens où la religion était privatisée dans les maquis. Chacun décidait de faire la prière ou de ne pas la faire, de faire le ramadan ou de ne pas le faire. Il n'y a jamais eu de directive ou d'orientation sur ce plan. On nous appelait les Moudjahidines, mais tout le monde sait que notre lutte était non pas pour restaurer un État islamique ou le califat, mais c'était pour l'indépendance de la vie. Notre devise en Wilaya 3 est la suivante: c'est parce que nous aimons la vie que nous acceptons de mourir. Qui, je l'ai dit dans mon livre, les exégètes de l'islam le corrigeront peut-être, qui rejoint un hadith célèbre du prophète: أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وأعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. Dire, la vie de l'autre côté est intéressante, mais la vie ici-bas aussi est intéressante, il faut la vivre comme si tu étais immortel. Voilà en gros, j'espère que ça répond à votre question. C'est vrai qu'il y a eu des imams, même il y a 2 ans, à Alger, qui ont essayé de récupérer la mémoire d'Amérouche pour dire que c'était quelqu'un qui allait instaurer un État islamique, quelque chose comme ça. Mais est-ce qu'il aurait pris le troisième article de la Constitution, par exemple, l'islam et religion d'État, est-ce qu'il aurait été d'accord avec cet article, par exemple, juste comme ça, oui, alors, par rétrospective? Je ne sais pas, c'est vraiment, on peut seulement spéculer. Il aurait été probablement du côté des réconciliateurs s'il avait survécu, probablement. Donc il aurait peut-être eu maille à partir avec son propre fils. C'est une spéculation encore une fois. La proclamation du 1er novembre 1954, comme vous savez, est laïque, avec sans distinction de race ou de religion. Donc la liberté de confession était consacrée par la déclaration du 1er novembre 1954. Le Bontobal, c'est dans si ça vous intéresse, c'est dans les archives de la révolution de Mohamed Harbi. Bontobal a été interpellé par un islamiste déjà durant la révolution pour dire qu'il faut proclamer que l'objectif c'est un État islamique. Bontobal a répondu que je connaissais très très bien Tunis et après, puisqu'il était mon chef après la révolution, à l'Union arabe du fer et de l'acier, à la SNS, etc. Il était président. Bontobal a dit il n'en est pas question. Il n'en est pas question. À l'indépendance, au peuple de décider des orientations idéologiques du peuple. Alors, dans mon livre, si ça vous intéresse, mon livre est autobiographique, je parle de ma découverte de l'Amérique. Quand je suis arrivé un mois avant le cessez-le-feu, j'ai comparé les institutions algériennes, issues donc de l'indépendance et des institutions américaines, la privatisation de la religion aux États-Unis en 1791, la privatisation de la religion en France en 1905, et nous, qui déclarons l'islam religion de l'État dès 62, et c'est repris par toutes les constitutions, qui rendent absolument légale une formation comme l'ex-Suisse. Merci. Ok. Normalement,
grand plaisir de vous écouter. J'hésite entre deux questions, je les pose puisque c'est la on parle de responsabilité dans la mort d'Amirouche, de responsabilité algérienne. En particulier, dans le livre de Saïd Saadi, il replace certaines responsabilités au niveau des compatriotes de l'époque, qui avaient leur appui, disons, à la France ou du renseignement ou autre chose qui aurait mené à la mort d'Amirouche. Deuxième question, qui me brûle les lèvres et l'esprit à chaque fois que je lis quelque chose et on me dit qu'Amirouche avait la stature d'un homme d'État. J'aurais voulu questionner votre émotionnel et votre esprit de vision pour nous dire qu'aurait été Amirouche s'il avait vécu 62 et après. Oui. La trahison d'Amirouche. Effectivement, Saïd Saadi a accusé énormément Bossof, compagnie. Moi, personnellement, je n'accuse personne. On m'a posé plusieurs fois cette question, y compris dans ma première conférence au Salon du Livre d'Alger, où il y avait tout le monde. Et j'ai répondu à l'époque, avant donc 2 ans avant un an avant la publication du livre de Saïd Saadi, à l'époque, j'ai dit, dans l'état actuel de nos connaissances, il est impossible d'accuser qui que ce soit. L'année dernière, j'étais à Ain al-Madah, Jbel Tamar, où sont tombés c'est le Hawass et c'est Amirouche. Et le président de l'APC de Ain al-Madah, Jbel Tamar, dépendant de Ain al-Madah, est venu presque en pleurs quand il a appris que le secrétaire du colonel Amirouche était là. Et il dit pratiquement, je vous jure que nous n'avons rien à voir avec sa mort, la population locale. Je lui dis, personne ne vous a accusé. Et je lui dis ceci, je lui dis, dans sa wilaya 3, on ne sortait jamais d'un village sans qu'il ne soit encerclé le lendemain. Dans sa village, il y avait déjà des indicateurs et on sait comment ils sont recrutés, comment ils communiquent avec l'armée française. Donc il suffisait à l'armée française de savoir seulement une chose, qu'ils partaient sur la Tunisie. C'est tout. Il n'y avait pas 36 itinéraires. Saïd Saadi parle d'un message qu'on aurait reçu de Tunis demandant à Saïd Amirouche de changer d'itinéraire. Quel itinéraire? D'abord, Amirouche n'indique jamais son itinéraire. Très souvent, plein de Kabylie, on réclamait un guide, on annonçait une direction, et à 500 mètres du village, on prenait la direction inverse. Et on voulait 3. Et avec 2 itinéraires, celui que j'ai emprunté personnellement par l'extrême sud, qui s'est avéré finalement plus dangereux que par le nord, ou alors par le nord, il faut cisailler les lignes électrifiées, franchir les champs de mines, etc., etc. Quand vous voyez Akfadou sur la carte et Boussaada, ça va en ligne directe. Ça ne passe pas par les massifs montagneux. Pourquoi il était là? C'est pour récupérer son copain, un autre Amazir des Aurès, chef de la Wilaya 6, c'est le Hawass, colonel Hawass, parce qu'ils voulaient aller ensemble, tous les deux, en Tunisie, exiger des comptes de l'armée des frontières qui ne foutait rien en matière de cheminement de blanc. J'ai interrogé personnellement le guide qui aurait pris donc ce message du PC de la Wilaya 3 pour aller rattraper colonel Amirouche et lui dire de changer d'itinéraire. Mohamed Sebti, d'ailleurs, Saïd Saadi l'a mentionné. Mais
Moi, est-ce que tu savais ce que contenait le message? Mais non, quand tu as été encerclé, qu'est-ce que tu as fait du message? Il est que je l'ai mangé, je l'ai avalé. C'est son témoignage à lui. Andazran si c'est vraiment un message. Andazran si le message n'est pour sauver sa peau. Et ce message a permis donc de déterminer. Une chose est certaine, c'est que il est impossible dans l'état de communication, si tu veux, de l'époque, de mobiliser presque 3000 soldats pour cette opération qui a abouti à la mort des 2 colonels en 24 heures. Donc, ils aient été vraiment renseignés pour l'opération. Deuxième question, Smihaya. S'il avait vécu, qu'aurait-il fait à Paris? J'ai posé la même question dans l'avant-propos de mon livre. Et j'ai dit, s'il avait survécu dans l'avant-propos, est-ce qu'il aurait terminé sa carrière comme le colonel Amran, gérant d'une station d'essence, comme le colonel Sadak, gérant d'un restaurant, comme Bodiab, gérant d'une briqueterie avant d'avoir été piégé? On ne le saura jamais. On m'a même posé la question à Oran, l'université d'Oran, si Améroche avait survécu, aurait-il été un éradicateur ou un réconciliateur? On ne peut que spéculer, bien entendu. Je réponds à toutes ces questions-là. Premièrement, Améroche était un rassembleur. Et deuxièmement, il n'aurait jamais été coopté par un régime injuste. Il aurait continué à consacrer sa vie à la défense de la justice du peuple qu'il avait protégé pendant 5 ans en Wilaya 3, en Kabylie, en Wilaya 3. En Wilaya 3, comme vous savez, c'est 7 wilayas. C'est 7 wilayas. Donc la réponse, on ne peut que spéculer. Prochain ensuite. Je vais tricher le temps aussi. وجعت تسخين تسعيود بسنتين الجملة تاع يونستي كان مشطوحين باسكو سامبل لي يعني باسكو دحمو بارتيغ فادو عندنا كانت في تونس c'était une nation plutôt sociale. Comment tu as vécu le phénomène d'accultation en allant d'être fado aux États-Unis? Le deuxième temps, je vais c'est un peu lié. L'indépendance des États-Unis d'Amérique. بالله سنة كيسخر من يموت من سنة من الخطرات وبدأت يخدع في فرنسا الناس بيعملوا دوماج مشيت عشرة المومولين ميغرون حامكين يدير بعد يخدع على الناس ça montre à quel point ceux qui allaient diriger le pays il y a un manque de diplomatie terrible un manque de l'Iran اللي غتساوي نساسي مع البوليس اللي خدم مع هافان مشيت 10 دينار en tant que résident de l'Amérique. Oui, j'ai dit tout à l'heure que nous sommes venus, on était 5 étudiants envoyés donc de Tunisie. Moi je suis venu avec un passeport marocain, tous les autres étaient avec des passeports tunisiens. Il parlait de hier soir, je le répète maintenant, des difficultés d'acculturation de toutes sortes. On commence d'abord par les plats qu'on vous sert à manger. Les céréales qu'on nous a servi pour la première fois, les cornflakes, avec un verre de lait à côté. On ne savait pas qu'il y avait un rapport entre les deux. On a grignoté les cornflakes et on a bu le verre. On s'est dit, allô, qu'est-ce que c'est que ces habitudes alimentaires culinaires bizarres des Américains?
on découvrait ce qu'il faisait, l'individualisme, en particulier pour ce qui me concerne. J'étais plus âgé, plus mûr que les autres étudiants. L'individualisme effréné des Américains, j'en parle dans mon livre, et qui explique leur culture politique qui n'a rien à voir avec la culture européenne. Par exemple, les institutions américaines, la Constitution américaine est la seule, à ma connaissance, dans le monde, à n'avoir aucun droit social. Dans n'importe quelle constitution, y compris la constitution algérienne ou la française, là, il y a toujours le droit à l'éducation, par exemple, le droit au travail, le droit à la médecine, un droit que, dans la constitution américaine, il n'y a que des droits politiques et civils, uniquement. Comment j'ai expliqué ça dans mon livre. Donc c'est des choses qu'on apprenait qui nous paraissaient un peu bizarres et qu'on explique par le fait, si ça vous intéresse, je peux développer ça ou là j'adresse, comme vous voulez. Développer. Je développe. Qui s'explique par le fait que au moment où la Constitution américaine a été rédigée, 1787, ce qui fait que contrairement aux autres constitutions dans le monde, les institutions américaines exigent de l'État de s'abstenir de se mêler des affaires des citoyens. Alors que notre constitution, la constitution française, exige au contraire de l'État de régler les problèmes des citoyens. Ce qui explique que les Américains ne s'intéressent pas à la politique parce que la politique n'est pas du tout un moyen de changer quoi que ce soit, qui explique que les États-Unis sont en réalité un système de parti unique. Par exemple, le gros business, les grosses multinationales, donnent de l'argent aux deux partis. Deux partis, en fait, qui explique qu'en l'an 2000, le peuple américain a voté pour Alfred Gore. Et qui est-ce qui a été déclaré président? Bush. Le seul État du monde occidental où le président n'est pas élu par le peuple. Combien de gens, pensez-vous, qui avaient voté pour Alfred Gore, sont sortis dans la rue pour protester? Zéro. Pourquoi? C'est un système de parti unique. Gore, la Bush, Moussa Haj Moussa. J'ai parlé aussi, parce qu'il faut rappeler un peu les événements, les choses un peu toujours à notre pays. C'est pour ça que je contraste la constitution algérienne, dans mon livre, Islam, religion d'État, et puis le premier amendement de la constitution américaine qui dit Congress shall make no law. En quelque sorte, le peuple qui interdit au peuple de déclarer une religion d'État. En 1791 déjà. Je compare deux émeutes dans mon livre, deux émeutes qui ont exactement les mêmes causes fondamentales. Les émeutes du 5 octobre en Algérie et les émeutes de Watts à Los Angeles en 1965 que j'ai vécu aux États-Unis. J'étais là, comme étudiant. Les mêmes causes fondamentales. Il y a des sociétés qui ont ce qu'on appelle des réserves. Ça vient de sociologues, pour ceux qui s'intéressent, sociologue, historien, Antonio Gramsci, de gauche. Il y a des sociétés qui ont des réserves et des sociétés qui n'ont pas de réserve. Il y a des sociétés, une simple émeute, c'est la fin de l'État, c'est la fin de la société, c'est la fin d'un ordre politique. Il y a des sociétés, au contraire, qui ont. Ces réserves sont de deux sortes, sont financières. Aux États-Unis, le
gouvernement américain crée un ministère qui n'existait pas auparavant, qui s'appelle le ministère de l'Habitat et du Urbanisme. Il va régler les problèmes qui ont causé ces émeutes sanglantes à Los Angeles. Ça, c'est la première réserve. Les réserves de légitimité. Les citoyens de Los Angeles, s'ils sont mécontents d'un gouverneur ou d'un maire, ils s'en débarrassent. Chez nous, c'est l'inverse. Quand l'État est mécontent d'un citoyen, il l'enferme, il le tue, il s'en débarrasse. Chez nous, donc on n'avait pas ces réserves financières. Les prix du pétrole venaient de s'écrouler, descendre jusqu'à $10 en 86. 2 années après, c'était les émeutes. Les réserves de légitimité. Le peuple mesquin, qu'est-ce qu'il avait comme faculté pour le même régime qui se continue jusqu'à aujourd'hui, depuis 62. Donc je compare un peu ces choses-là pour dire que les réserves de la société, elles sont ce qu'elles sont chez nous, elles sont ce qu'elles sont dans un pays comme les États-Unis. Et revenons un peu au problème de la culturation. Et mon premier jour dans ce pays, aux États-Unis, j'ai vécu l'arrivée de Ben Bella comme étudiant. Il est venu donc le 5 octobre 62 à l'occasion de l'admission de l'Algérie aux Nations Unies, comme 109e membre des Nations Unies. J'étais là. Je crois que j'ai encore la photo de Ben Bella en train d'embrasser le président cubain à New York. Non, on va la commenter tout à l'heure. J'ai vu comment il a été accueilli par le président Kennedy, vraiment très chaleureusement. J'ai vécu les moments où le département d'État a essayé de le convaincre de ne pas aller directement chez Castro, de faire un détour quelque part parce que les relations étaient extrêmement tendues. Et là, il n'a pas écouté, aller directement chez Castro, et non seulement il va directement chez Castro, mais dès qu'il arrive là-bas, il exige l'évacuation de la base de Guantanamo. Ben Bella. Alors, dans un article récent dans la presse algérienne, j'ai dit mesurer un peu le chemin parcouru dans le pragmatisme. Le pragmatisme, c'est essentiellement prendre la mesure des vrais rapports de force dans le monde. Le Pléra a pris la mesure des rapports de force, c'est pour ça qu'il va visiter l'OTAN à Bruxelles en 2002, pour qu'il vienne, pour ça qu'il est venu soutenir Bush lors des attaques du 11 septembre, etc., etc. J'ai encore des titres ici, des articles publiés de l'époque qui sont assez intéressants. Ben Bella, Algeria's Ben Bella threatens Israel. Vous arrivez ici, pas ici, à Alger. Ça, pour ce qui concerne un peu les puissances de l'époque. Pour ce qui concerne un peu l'autre, la majorité, j'en ai parlé aussi dans le livre, j'ai cité dans le livre la fameuse déclaration de Ben Bella à Tunis en 62. Nous sommes des Arabes, nous sommes des Arabes, nous sommes des Arabes. On rappelle un peu les plaisanteries de l'époque, chez les Maziran, bien sûr, qui disaient ah, si tu insistes, tu vas le rester toute ta vie. Quelque chose comme ça.
gonflé à bloc par Gamal Abdel Nasser. Il avait passé depuis 1950 jusqu'à sa capture dans le piratage de l'avion, 5 octobre 1956. Combien d'années il a passé? Une demi-douzaine d'années qu'il a passé chez Gamal Abdel Nasser. C'était tout à fait normal. J'ai consacré un chapitre de mon livre justement au fait que vous m'interrompez en fait quand vous voulez. Consacré un peu à cette question parce que j'ai visité pratiquement tous les pays arabes, de la Mauritanie jusqu'à l'Arabie Saoudite. J'ai pris ma première bière sans alcool à Jeddah. Et dans tous ces pays arabes que j'ai visités, donc de la Mauritanie jusqu'à l'Arabie Saoudite, à l'Irak, au Koweït, etc., je n'ai pas rencontré un seul arabe. Ils étaient tous soit mauritaniens, soit libyens, soit tout ce que vous voulez. Et même en Arabie Saoudite, qui est le seul pays ont le droit de se réclamer sans qu'il y ait une protestation quelconque. Et bien, dans ce pays, en Arabie Saoudite, j'étais donc à Jeddah et à la capitale, Riyad, les gens, un Saoudi, je suis saoudien. Et chez nous, j'ai un frère, un jeune frère, qui est vrai amazir. Les Imazighes, on n'a pas le sens de l'autocritique. Ça me gêne. Mais quand un Amazigh sent qu'il mérite vraiment un blâme, avant de se critiquer, il change d'identité. Et vous entendez quelque chose comme c'est ce phénomène-là que j'ai mis en exergue dans mon livre. Et j'ai parlé même du berbérisme de 49. Et ceux qu'on appelait les berbéristes en 49, ce n'étaient pas des berbéristes au sens où est peut-être le MAC, je ne sais pas. C'était des algérianistes, d'authentiques algériens qui disaient proclamés que nous sommes des Arabes. Mais depuis quand? Et c'est pas quand même quelques milliers de cavaliers arabes au 7e siècle qui ont pu transformer tout un peuple en arabe. Pas possible. Donc j'ai insisté sur ce fait-là. Et malheureusement, il n'est pas évident de convaincre ces Imazighes urbanisés et arabisés qui se proclament arabes. Un tas d'Imazighes, dès qu'ils s'urbanisent, dès qu'ils apprennent l'arabe, pour piocher un peu ça, ils disent arabe. Bon, vous me direz que c'est surtout dans les régions urbanisées ou dans les plaines. C'est quand même toute l'Afrique du Nord est amazigh, il n'y a aucun doute là-dessus. Tout le monde sait, c'est documenté, que celui qui a traversé le détroit là, de Jbel Tariq, Gibraltar, c'était un amazigh. Et d'après un historien, Henri Alex, l'invasion de l'Espagne s'est effectuée par 12 000 guerriers. Devinez combien il y avait d'Arabes parmi les 12 guerriers? 30. Donc, les Imazighes, mais ceux qui sont restés isolés géographiquement dans les montagnes ou au Sahara,
Ils ont gardé leur culture, leur langue, leur tradition, leur islam même, totalement différent. Il est mêlé de pratiques païennes. J'ai cité dans mon livre une pratique intéressante. Pourquoi est-ce qu'on met des boucles d'oreilles aux garçons chez nous? Est-ce que vous savez? Et si vous le savez, c'est pas... Oui, oui. Non, je ne sais pas. C'est pour tromper Dieu. Dieu, voyant quelqu'un avec des boucles d'oreilles, c'est une fille, ça ne m'intéresse pas, je vais la rappeler, je ne vais pas la rappeler à moi. Pour ça, pour protéger le garçon. Compliqué, il y a une mise en ligne. On donne des noms aussi mauvais, hein, comme Akilien. Alain? Aussi, Akilien, l'Aïfa. C'est un film. Oui, c'est... On va peut-être laisser un peu poser des questions. المثل ده هو alors c'est المثل مزور في سارة جاية في la conférence جاية فيظن دعنا أخطر بعد وراء فورمي tu as soulevé quand même sur la je reviens au colonel à mer rouge c'est grâce à toi et puis on savait que le colonel à mer rouge était contrairement il n'était pas l'ennemi des intellectuels, hein, comme la propagande et puis ses détracteurs ont voulu nous faire croire. Alors que grâce à ton livre, et puis il y avait un silence aussi, pas seulement. Toi, tu as parlé, je sais pas, en 2009, alors que les années se sont écoulées pour soulever cet aspect-là, comme quoi que il était, je crois, l'un des rares colonels qui pensait déjà à l'Algérie de demain. Donc, ma question est tout simplement, qu'est-ce qui fait que les autres, y compris, pas seulement ces détracteurs, des gens de pouvoir ou d'autres, qu'est-ce qui fait en sorte que cette omerta, pourquoi on ne soulève pas ce point qui est très important quand même de sa facette d'Amir Rouge. Voilà. Non. Peut-être la question posée autrement, pourquoi est-ce qu'on l'a accusé d'être anti-intellectuel, qui rejoint une autre question, pourquoi on a séquestré ses restes pendant 20 ans. Voilà. C'est pour les mêmes raisons. Ternir sa mémoire, parce que plus on reconnaît sa grandeur, sa dimension d'homme d'État, et plus on diminue celle de ceux qui ont pris le pouvoir en Algérie en 60. Donc il fallait absolument cacher ou alors déformer la vérité. Je pense que j'ai été le premier à le faire. J'ai reçu des messages, que je reçois des messages des régions berbérophones me disant « Texaha, merci, etc. etc. » Presque normal. Je reçois énormément de messages de régions berbérophones, plutôt arabophones, qui disent le contraire, qui disent, comment dirais-je, qui disent à Texaha de l'avoir révélé parce que jusqu'ici, c'était pas du tout ce qu'on croyait. Et le fait de le révéler m'a causé quelques petits problèmes dans la mesure où on a essayé de diminuer la qualité de mon témoignage. Je vais vous donner un exemple tout de suite. J'ai écorché énormément de gens encore très puissants en disant la vérité et en prescrivant des coups de pied au bas du dos du principal responsable de la séquestration des restes du colonel Rouge, c'est-à-dire Boumedier.
Et ça, on ne peut pas encore le faire en Algérie. Un article du journal, un hebdomadaire en Algérie, est paru sous le titre, un hebdomadaire qui parle de mon livre, avec comme titre كريم بالقاسم مسؤول عن قتل العقيد عميروش. Karim Belkacem, responsable de la mort du colonel Amèrouche. Voilà, nous parlons de mon livre. Déformation totale de ce que j'ai écrit. Et dans mon livre, j'ai dit tout simplement que le colonel Amèrouche allait à Tunis pour exiger des comptes y compris de Karim Belkacem, ça devient le cas. Donc, c'est, je crois, Ibn Khaldun qui a dit qu'un conquérant fait tout pour dissimuler l'histoire des conquis. On ne peut pas parler, par exemple, de la résistance des Berbères à l'invasion, à toutes les invasions, y compris l'invasion arabe. On ne peut pas parler de ça. On ne peut pas parler de, par exemple, le Saïd Saadi a dit à juste titre que Taous Amrouche a été interdite 2 fois au premier festival africain 1787. Et le défi avant d'être ratifié en 89. Il y avait à peu près 3 millions d'habitants dans les 13 colonies, 13 États essentiellement. Mes lectures à travers le net, et je suis un très passionné de la révolution algérienne en termes d'histoire. J'ai quelques questions. Vous me permettez peut-être 4 questions, mais ça serait. Ils sont intimement liés, mais. La première. La nuit rouge de la Soumam. Quelques éclaircissements sur cette question. J'ai essayé de faire de la recherche sur cette question. Il n'y a rien, ça a été écrit sur ça. C'est une affaire de mœurs, on dit, mais rien de détail sur la question. L'affaire Milouza, on l'imputait à Amèrouche, mais c'est avéré, c'est pas lui, c'est Mohamed Saïd qui était le colonel à l'époque. Troisièmement, la mort d'Amèrouche, Saïd Saadi et même d'autres l'imputaient à Boussou Boumediene au Mal. Les archives du côté français, si jamais vous les avez consultées, n'indiquent rien sur cette question, parce que, à mon avis, la réponse est chez les Français. Et j'espère qu'ils vont ouvrir l'archive pour nous révéler, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont nous révéler. Oui, et 4e question, rapidement, pour ne pas... J'espère que vous les avez notées, parce que... La première, c'est la nuit de la Soumam, l'affaire Milouza, l'archive de la France concernant la mort de Amèrouche, rahmatullah alayh. Et la 4e, je l'ai oublié, mais j'espère qu'elle va J'avais oublié et c'est tant mieux. La nuit rouge de la Soumam. Le premier responsable, donc la nuit rouge, c'est le capitaine, à l'époque il était adjudant je crois, Sehmimi au Fadal. Sehmimi au Fadal était un très très modeste Algérien qui aurait travaillé dans le village de Pharaon, l'un des villages qui ont été ciblés. Et quand il est venu transmettre des instructions de l'ALN, FLN, disant aux villageois, il vous est interdit de vous associer avec l'armée française. Plus de contact avec l'armée française. Parce qu'il le connaissait bien. Ils l'ont méprisé. Il est revenu là. Deuxième élément, effectivement, vous l'avez mentionné vous-même, l'histoire de mœurs. Les femmes de ces villages-là
fréquenté des officiers, des soldats français, etc. Il va donner. Peut-être la vraie explication, c'était que c'est la vraie explication, c'est la mienne, elle n'est pas vraiment documentée. C'était le fief de Rabah. Un caïd qui avait déjà commencé à aider à la formation des groupes de Harki. Donc, pour décourager ceux qui auraient été tentés de prendre l'uniforme de Harki, on donne un exemple. Ça, c'est pour Améroche là était le responsable dans la vallée, donc il a assumé cette responsabilité, comme il a toujours assumé la responsabilité, y compris celle de la Bleuie, alors que Mémé Fadel était directement le responsable. De la même façon que le premier responsable c'est pas Melouza, c'est Beni Ilman. Le premier responsable, c'est Abdelkader al-Bariki. Azil al-Bariki, sous le commandement du capitaine arabe à l'époque. Qu'est-ce qui s'était passé? Et c'était, bien sûr, sous la responsabilité du chef du wilaya, Mohamed Saïd, dit Sinassa à ce moment. À ce moment-là, Améroche était encore en Tunisie. Et c'est quand il est revenu que je suis parti avec lui. Début, peut-être mai, juin 57. Qu'est-ce qui s'était passé? Quelques jours auparavant, des maquisards sont venus. C'était un fief de messalistes parce que les messalistes, les bellounistes, quand ils ont été décimés par Améroche en tant que capitaine, du côté du Genzat, etc., les survivants, y compris bellounistes, sont allés du côté de Msila. C'était installé. Un fief de messalistes. Ils ont tué 3 de nos moujahidis. Et en représailles, le Qadr al-Bariki est allé à Beni Ilman. D'après les derniers documents publiés par Gilbert Meunier et Mohamed Harbi, c'est les plus récents documents et histoire. Il arrive, il réunit toute la population et il essaie de leur expliquer, de les faire rallier. Il a perdu patience, c'est Abdelkader al-Bariki, c'était l'un des plus grands guerriers que l'Algérie ait jamais produit, mais en même temps, c'était quelqu'un qui pouvait être vraiment sauvage. Il a ordonné le massacre de tout le monde, dans les 300 à peu près. Troisième question de Chesekine. Je comprends pas. C'est l'archive de la France concernant la mort de Améroche. Est-ce que vous les avez à un moment donné, je ne vous cache pas que j'ai spéculé sur l'origine, la source des affirmations de Saïd Saadi dans son livre. Je me suis dit, c'est peut-être Léotard, l'ex-ministre de la Défense français, qui est très bon copain avec Saïd Saadi. J'ai dit peut-être que c'est Léotard qui a fourni des informations qui permettent à Saïd Saadi d'affirmer ce qu'il a affirmé. Je dis peut-être, je spécule là-dessus. De mon point de vue, jusqu'à nouvel ordre, la certitude est là, il a été trahi. Par qui? Je suis vraiment incapable de le dire. Notre wilaya a été infiltré. Encore une fois, il suffit à l'armée française de savoir qu'Améroche est parti vers la Tunisie pour qu'il soit cueilli. Parce qu'ils avaient leurs informateurs partis, en particulier dans ce fief des islamistes, des messalistes. Je me rappelle de la quatrième, très critique. C'est l'appréciation du colonel Améroche vis-à-vis de Abbarantan et sa mort. Oui. Parce qu'on a lu beaucoup sur l'influence de Trimbertasen et de Sinas aussi sur Améroche. C'est bien clair qu'il est prenait pour ses idoles un peu, oui. Mais les relations Améroche
vis-à-vis de Abban Ramadan. Oui, ils ne sont pas réellement documentés sérieusement. Tout ce qu'on sait, à peu près, c'est que Abban Ramadan est un grand politique. S'il avait survécu, peut-être que l'Algérie n'aurait pas été là où elle est. Il faut faire ce qu'il a fait, donner des institutions à la Révolution. En 1956. Dès qu'il est sorti de prison en 1950, d'abord il a dit, ce que j'ai dit dans mon livre d'ailleurs, il a dit, mais c'est des fous de partir en guerre comme ça un 1er novembre 1954, des fous. C'est effectivement des fous. Je l'ai critiqué dans mon livre et dans la presse. J'ai écrit pas mal d'articles après la publication de mon livre et j'ai dit à un moment donné, c'est des fous. Des fous, parce que la révolution algérienne est la seule de l'histoire, à ma connaissance, à avoir commencé par une guerre civile. Il y a des guerres civiles dans toutes les révolutions, mais c'est après. Et pendant la révolution, et j'ai vécu ça, je vous jure, moi qui, comme vous savez, suis le fils d'un grand patriote, mon père, qui a passé toute sa vie dans les prisons et les tortures, etc. Je me rappelle comment le Messali était vécu, emporté dans la poche la photo de Messali avec sa chichia, etc. On a vécu dans le patriotisme, le messalisme, etc. Et puis en 1953, il y a la scission du parti. Et au lieu d'essayer de rafistoler les rangs avant de lancer l'insurrection, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y avait absolument aucune divergence majeure entre les fameux centralistes et les messalistes. Malgré ça, Bodiaf et compagnie. Donc, le résultat, nous le connaissons malheureusement. Bon, le reste, je suppose que vous pouvez conclure vous-même. Merci. Wild Nordin. ساعة سين يستقسي يونو يستقسي ديك السين اسك الصح مي قارن الى 1,5 مليون دو مور هاديا ما تيسنات بغا غير ثاني زوار ديك مثلا تمساتكنا عبان رمضان الا يونو سراغنا اون كونفيرونس نالي يحيى رشيد سور انترنت نتا في بارتي دو جروب néolibéraliste اك دغرا شو دينا ستروميث باكس سي ان بو غراف كومين باسكو هضر في لا غير دون لا غير إنك Ben Ramadan est à mon avis une personnalité considérable dans le mouvement de libération contre le colonialisme français, dans la lutte contre le colonialisme français. Je peux considérer Ben comme la personnalité fondamentale, la principale personnalité qui a joué un rôle d'organisation, de construction et qui a inspiré la lutte. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un d'autre de sa valeur à ses côtés. Il se trouve malheureusement qu'en luttant pour l'indépendance de l'Algérie, en organisant la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, il a en même temps lutté pour l'Algérie arabe, pour la culture arabo-islamique. Il ne s'est pas contenté de cela. Il pouvait se contenter de cela, mais il a été jusqu'à donner des ordres, et des ordres venant de sa part, ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose de grave. Donc il a donné des ordres d'éliminer, comme il vient de le dire, les berbéristes, au même temps que les contre-révolutionnaires et les missalistes. Je dis encore une autre fois que c'est une personnalité considérable, mais il y a cette ombre qui le poursuivra constamment et qui fera diminuer dans l'histoire. Est-ce que ça, Ben Ramadan, il a ordonné l'exécution des berbéristes, des contre-révolutionnaires? Pas à ma connaissance, c'est tel que je le connais à travers les documents, parce que je ne l'ai jamais rencontré personnellement, ça m'étonnerait très fort. S'il ordonne l'exécution d'un berbère ou berbériste, ce n'est pas parce qu'il est berbériste, c'est sûrement parce qu'il est messaliste, ou alors traître. Il est impossible, dès que j'imagine, dès que je
connais d'ordonner l'exécution de quelqu'un parce qu'il est berbère. Ceci dit, il faut replacer un peu cette question dans le contexte de l'époque. J'ai apporté un élément qui permet peut-être de nous aider à comprendre la question. Je me suis demandé à un moment donné, étant un amazigh moi-même, comment se fait-il que la révolution est partie de la Kabylie, en 1954. L'institutionnalisation de la révolution, c'était en Kabylie. Les principaux leaders, il y a eu 4 ou 5 chefs de wilaya Kabylie. Et malgré ça, ni dans la déclaration du 1er novembre, ni au congrès de la Soumane, on a évoqué la dimension amazigh antérieure à l'arabo-islamisme, historiquement. Et j'ai posé cette question à Salem Chaker, en personne. Il est venu à Boston pour donner une conférence, en 1996, je crois. Et je lui ai posé la question. Il dit comment, tel quel. Et il m'a répondu. Il m'a dit, vous savez, M. Ameroui, j'ai posé exactement la même question à Aït Ahmed Hussein. Et Aït Ahmed Hussein, c'était un amazigh. C'est pour ça qu'il a été enlevé de l'os. Si vous voulez que je développe un peu oui, l'os. L'os, l'organisation spéciale. Après le 8 mai 45, les massacres du 8 mai 45, les militants nationalistes ont dit c'est fini la politique. C'est maintenant la lutte armée. Ils ont créé le premier groupe armé en 1947, donc 2 années après l'OS, l'organisation spéciale. Quelquefois on dit aussi organisation secrète, mais en fait organisation spéciale. Et donc la question, donc, pour revenir à la question et Salem Chaker, donc, ayant posé cette question-là à Aït Ahmed Hussein, Aït Ahmed Hussein répond en kabyle, الناس نكونين الوقت الناس وين يزقروا البحر يسهل سي غزار. Le Bhar, bien sûr, c'est arracher l'indépendance à la France. Erzar, la rivière, c'est la majorité, la reconnaissance de la majorité. C'est trompé. Le Bhar qui se rétrécit de plus en plus grâce à vous, en particulier grâce aux Imazighan, courageux, certains d'entre eux sont morts, emprisonnés, torturés, etc.